Ok, on attaque plus en détail cette leçon 191. Donc, c'est sur les techniques d'algèbre en géométrie. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que bon, je suis pas très sûr de moi dans la façon d'aborder le problème, surtout de l'ordonner, de le, de faire un exposé cohérent dans son évolution. Voilà. Bon, ça, je vois pas. Mais je pense que c'est bien de parler d'abord de mise en équation. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, c'est cette histoire d'amour entre l'algèbre et la géométrie, elle a commencé, j'ai envie de dire, avec Descartes, où on a mis les choses en équation, parce qu'on a mis des repères cartésiens, et puis on a mis des choses en équation, et du coup il y a eu une forme de dualité entre la géométrie, qui était les objets qui nous intéressaient, et l'algèbre, qui représentait la façon de faire des calculs sur ces objets-là. Et cette idée-là, j'ai l'impression qu'elle culmine avec le théorème de Hilbert, hein, donc le Nullstellensatz, hein, le théorème des zéros de Hilbert, dont on peut parler. En même temps, je le trouve pas. C'est quand même un théorème de géométrie algébrique. Je le trouve pas soluble dans le programme d'Alagrègue. Mais bon, on peut tout de même en parler, hein, d'essayer de créer un dictionnaire, hein, entre ce qu'on appelle les variétés algébriques. Donc, vous voyez, on commence par regarder des équations de droite, des équations de courbes. Je parle de courbes algébriques, hein, donc définies par des polynômes. Et après des variétés, donc à plusieurs variables, etc. De degrés n. Et l'intersection de tout ça, hein, l'intersection donc des systèmes polynomiaux en quelque sorte. Et, euh, et là, on a l'ensemble des solutions. Donc quand on part d'une famille de polynômes, ben, on va avoir une variété. Inversement, quand on a une variété, qu'est-ce qu'on obtient si on veut un dictionnaire? Bon, ben ça, c'est le théorème des zéros. Et peut-être que si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez en parler dans la leçon. En tout cas, dans les équations, il y a un outil que je trouve intéressant à mettre en exergue, c'est le déterminant, hein, parce que voilà, le déterminant, c'est un magnifique outil pour la mise en équation. Regardez l'équation d'une droite passant par deux points, alors les deux points doivent être distincts, et bien tout simplement, vous écrivez ça. Pourquoi? Parce que la multilinéarité du déterminant et surtout le fait qu'il soit alterné, n alterné, ça va faire que si, bon d'abord je sais qu'il existe une seule droite passant par deux points distincts, d'accord? Et donc, bon, maintenant, ceci est bien une équation du premier degré, donc ça va bien être une équation de droite. Attention, je fais une erreur, mais je le sais. Et c'est une droite qui passe par x1, y1. Bah oui, parce que quand je mets x1, y1 ici, j'ai répétition d'une colonne, et donc ça fait bien 0. Et pareil, x2, y2. Donc, j'ai bien une équation de droite qui passe par deux points, et par unicité, c'est l'équation de la droite passant par ça et ça. Attention, quand même, il y a un petit bémol, c'est est-ce que c'est bien une équation de droite? Oui, la réponse est oui, parce que le rang de cette matrice est égal à 2. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien quelque chose de degré 1? Est-ce que c'est pas quelque chose de degré 0? Ben oui, parce que comme le rang ici est égal à 2, ben on est sûr. Alors pourquoi le rang est égal à 2? C'est simplement parce qu'on a pris deux points distincts ici. Et donc on est sûr, en développant le déterminant, hein, par rapport à la dernière colonne, on va bien avoir quelque chose de degré 1. Voilà. Maintenant, allons vers les cercles. Une équation de cercle, ben, un cercle, il existe un unique cercle passant par 3 points. Hein, d'accord? Alors géométriquement, on le voit, on prend 3 points. Alors attention, 3 points non alignés. Donc on va prendre 3 points non alignés, on construit notre triangle. Notre triangle, on prend le centre du cercle circonscrit, et ensuite on sort notre compas. Donc voilà géométriquement, hein, comment
on a cette unicité en mettant la pointe du compas sur le cercle, sur le centre du cercle circonscrit qu'on peut construire avec des intersections de médiatrices. Mais là, l'équation de ce cercle, passant par 3 points, alors a priori ces points c'est x1, y1, x2, y2, x3, y3, comme ici, eh bien c'est simple, on l'écrit comme ça. Voilà. Alors pourquoi? Toujours pareil, d'abord, d'après le côté alterné du déterminant, ça passe bien par les points xi, yi, voilà. Ensuite, c'est bien une équation de cercle. Alors, pourquoi c'est une équation de cercle ici? Parce que, pareil, si on développe le déterminant par rapport à cette dernière colonne, on voit bien que la forme, ça va être de la forme ax2 plus y2 plus by plus cx plus d égale 0. Ce qui est bien une équation de cercle si on doit comparer avec l'équation qu'on obtient en disant c'est l'ensemble des m tel que OM carré égale R2. Voilà. Alors maintenant, oui, mais il faut que ce soit une équation de cercle si le coefficient x2 plus y2 est non nul. Ben oui, parce que ce coefficient en x2 plus y2, c'est ceci dont on vient de voir qu'il est non nul parce que ces points-là ne sont pas alignés. Or, ils étaient alignés si seulement si c'était nul. Voyez? Alors en même temps, donc on a bien une équation du cercle qui passe par 3 points. Et en même temps, on a un truc magnifique, c'est que l'équation, l'algèbre, nous montre quelque chose que la géométrie ne nous montrait pas forcément, c'est que les cercles et droites forment une famille. Parce que ici, si je décide de regarder l'ensemble de ces équations-là, eh bien, on voit bien qu'on va avoir dans cette famille une sous-famille où ce mineur-là est nul, c'est-à-dire où les 3 points sont alignés. Et ça va rentrer dans la même famille, c'est-à-dire que quand on va paramétrer ces équations par les x, y, i, eh bien, ça va nous donner une famille qui englobe à la fois les cercles et les droites. Donc ça, c'est assez joli. Hein, voilà. Alors maintenant, bon, je vous laisse regarder l'équation des coniques. Hein, donc vous allez avoir des coniques qui passent par 5 points. D'accord? Donc voilà une conique, l'équation d'une conique. Donc ici, vous écrivez 1, x1, y1, x1 carré, x1, y1 et y1 carré. Pareil pour 2, 3, 4, 5. Et ensuite, vous écrivez le point générique qui va passer par la conique. Et il faut que ce soit égal à 0. Vous montrez que ça, c'est l'unique conique dans une situation générique. Hein. Pareil qu'ici, il faut toujours une petite situation pour que ça marche. Mais ça va être l'unique conique qui passe par 5 points, dont on va reparler tout à l'heure avec le théorème de Pascal. Alors, si on doit regarder les choses sous l'aspect de l'algèbre linéaire, on peut commencer, et moi ça ne me choquerait pas, de commencer de parler de la dualité. Vous n'êtes pas, c'est comme tout, hein, tout ce que je raconte là pour cette leçon, vous avez l'option je prends ou je prends pas. Hein. Mais la dualité, ouais, la dualité, vous avez des droites là-dedans, dans l'espace, hein, des droites vectorielles, des plans vectoriels, des sous-espaces vectoriels en général, et vous voulez leurs équations, de la même manière que vous voulez une équation d'une droite affine tout à l'heure, ou d'un cercle, ou d'une conique, d'accord? Vous voulez leurs équations comme système. Donc ça, ces systèmes, c'est l'orthogonalité dans le dual. C'est le dual qui gère, en quelque sorte, les équations hein, des objets qu'on va avoir. Donc c'est un début de Nullstellensatz, de théorème des zéros de Hilbert, mais à un degré 1, où il y a quelque chose de magnifique, où il y a justement un très très beau dictionnaire, parce qu'on a le bidual. Voilà. C'est-à-dire que E est canoniquement isomorphe à son bidual. C'est-à-dire que les équations des équations retombent sur l'objet. Bon. Évidemment, après, ce joli phénomène ne va pas s'étendre loin, hein, mais quand même, là, on a, en degré 1, on a cette belle dualité
qui est un joli cap à suivre. Voilà. Alors après, toujours en algèbre linéaire, évidemment, vous avez la réduction. Alors évidemment, la réduction, on pense diagonalisation. On sait que sur C, ben, les diagonalisables les matrices diagonalisables sont denses. Hein. Alors c'est pas vrai sur R, hein, mais elles contiennent un ouvert dense hein, sur C. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a envie de penser, quand on est sur C, moralement, qu'une transformation linéaire est diagonalisable. Voilà. Alors ça veut dire quoi diagonalisable? Géométriquement, donc disons qu'on est sur le plan, puis qu'on dessine un Pac-Man, et vous allez avoir des axes tels que votre transformation sur le Pac-Man va être très visible sur ces axes-là. Et ensuite, on recompose avec les axes. Donc là, je donne un exemple. Ici, je vais supposer que ici, c'est l'espace vectoriel, le sous-espace propre pour la valeur propre 2. Et là, c'est le sous-espace propre ici pour la valeur propre moins 1. Et la transformation, c'est le 2 comme ceci, dans ce sens-là, et là, moins 1. D'accord? Donc il s'est transformé comme ça. Donc vous voyez que la réduction, c'est quelque chose de bien techniquement algébriste, puisque ça utilise des polynômes, des déterminants, des choses comme ça, des racines de polynômes. Donc là, on est vraiment dans l'algèbre. Et ça a une action forte sur la visibilité de ce qu'on fait. Ensuite, l'itération des transformations linéaires. Alors après, ce que vous avez fait ici, vous pouvez l'itérer, et l'algèbre permet de bien voir ce qu'on fait quand on itère quelque chose. Donc si vous avez, donc il y a la suite de polygones que je conseille là, dans cette leçon, hein, donc 1, 3, 28, vous prenez un polygone quelconque et vous prenez des coefficients A et B tels que A et B sont strictement positifs et A plus B égale 1, comme ça va faire des pondérations, et vous prenez sur votre polygone à chaque fois le barycentre. D'accord? Donc vous avez un premier polygone, et en prenant le polygone, alors là j'ai pris à peu près 1 et 2, d'accord? Donc un tiers, 2 tiers. Donc ici j'ai ce nouveau polygone rouge, puis ensuite j'ai ce nouveau polygone, et vers quoi va tendre cette suite de polygones? Ça c'est typiquement, donc ce qu'il faut voir, c'est que cette suite-là, hein, avec des barycentres, vous pouvez la voir comme une transformation linéaire de C5 dans C5, parce qu'un point du plan, d'accord, c'est un élément de C, et donc un polygone, ça va être 5 points du plan, donc vous pouvez le voir dans C5, et cette opération qui a un polygone associe le polygone suivant dans la suite itérée, c'est une application linéaire que vous pouvez calculer, et la réduction, si vous itérez ça, vous allez regarder la suite géométrique de la matrice obtenue et vous cherchez la limite. Donc généralement, vous savez que vous tombez sur des projecteurs. Voilà, si ça converge. Ensuite, il y a les problèmes de transformation affine, de décomposition réduite des isométries. Alors ça, c'est typiquement un problème géométrique, mais la réduction, qui, elle, provient de théories algébriques et puis de polynômes, etc. Donc elle est en contact avec les polynômes, hein, c'est la ligne rouge. La réduction qui va vous classifier toutes les isométries vectorielles, d'accord? C'est quand vous attaquez par exemple les isométries vectorielles, donc le groupe orthogonal par exemple sur R en dimension 3, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah tiens, on a des matrices normales, donc elles sont diagonalisables en base orthonormée, mais sur C, attention. Je sais que la norme du spectre, ça va être 1, donc chaque élément du spectre va avoir pour norme 1, et puis après, en fonction que le déterminant, ça va être plus ou moins 1, et donc ça va nous donner une classification, et on va avoir l'identité, les rotations par rapport à un axe, on va voir que 1 est forcément valeur propre, on va voir que on va avoir des réflexions, mais on va avoir d'autres éléments de déterminant moins 1, hein, donc là ça va être des espèces de symétrie-rotation. Et ensuite, on attaque, pareil, les isométries affines. Et là,
on a besoin de ce qu'on appelle la décomposition canonique. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, si on avait ici une symétrie orthogonale plane, eh bien, au niveau vectoriel, eh bien, au niveau affine, on aurait la possibilité d'avoir une symétrie, évidemment, affine, mais aussi une symétrie translation. Et donc, il y a une décomposition hein, de toute isométrie. On peut montrer que toute isométrie affine va se décomposer avec une certaine unicité en une isométrie qui peut être assimilée à du vectoriel parce qu'elle possède un point fixe, voilà, et une translation. Mais justement, pour avoir l'unicité, pour avoir la décomposition canonique, il faut que la translation soit de vecteur U, où U vérifie phi de U égale U. Voilà. C'est-à-dire, si 1 est valeur propre, U est dans le sous-espace propre pour la valeur propre 1. Et donc, en général, 1, il faut qu'il soit de racine inférieure à 1 dans le polynôme minimal de phi, où phi c'est l'endomorphisme associé à f, f c'est notre application affine, pour que on puisse avoir une décomposition canonique. Il se trouve que les isométries affines vont toutes vérifier ça, et on va toujours avoir une décomposition canonique, donc quelque chose qu'on peut construire comme ça. Donc vous voyez, cette petite construction simple et géométrique provient d'une racine qui possède un certain ordre dans un polynôme minimal. On est encore dans des relations ténues entre la géométrie et l'algèbre. Alors ça, vous pouvez trouver ça dans le carnet de voyage en algébrie 1, 3, 72. Et après, eh ben, vous avez ces symétries glissées, vous avez ces vissages, et tout ça, hein, c'est ce qui va apparaître une fois qu'on a classifié vectoriellement, et dans un deuxième temps, parce qu'il faut diviser pour régner évidemment, dans un deuxième temps, qu'on a regardé la classification affine, et là, il apparaît ces objets glissés, en quelque sorte, ces versions glissées hein, par des translations, mais le long d'un sous-espace propre. Et si 1 n'est pas valeur propre, alors on sait qu'on a un invariant, un point invariant. Ça, c'est important. Voilà. Donc, les symétries glissées, les vissages, etc., ça vient de là. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre dans cette leçon. Fourre-tout.